Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Rouge de Mona Awad. C'est donc le deuxième roman de cette autrice que je présente. Je vous l'ai présenté dans une autre vidéo avec le titre Bunny que j'ai beaucoup aimé. C'était pour moi une grande découverte d'une autrice. Et donc, lorsque je découvre une autrice, je ne peux pas m'empêcher de lire d'autres ouvrages, enfin à peu près tout ce qu'on peut trouver. Donc, voilà pourquoi Rouge. Donc Rouge est traduit de l'anglais par Cécile Leclerc et est publié chez HarperCollins Éditions. Donc, au décès de sa mère, Mirabelle quitte Montréal pour se rendre en Californie, comme entraînée sur une sorte de long toboggan glissant, et Mirabelle perd rapidement pied. Sitôt qu'elle pénètre dans l'étrange maison de la Méduse, où sa mère suivait un programme esthétique des plus particuliers, le séjour de notre héroïne prend une allure des plus curieuses. C'est donc un récit à la première personne, un style narratif, semble-t-il, prisé de l'auteur, vu que ensuite j'ai lu d'autres ouvrages de Mona Awad. Alors, Rouge dépeint une relation mère-fille chaotique. L'ensemble du roman, comme son nom l'indique, est teinté de rouge, le rouge du sang qui circule sous la peau, et la peau du reste semble être la seconde héroïne de ce roman. Mirabelle, comme sa mère Joëlle, est obsédée par l'idée d'acquérir ou de conserver une peau parfaite, lumineuse, éclatante. Au début du roman, Mirabelle nous apparaît comme un vilain petit canard. Elle semble vouloir habiter l'enveloppe corporelle de sa si belle maman. Cette fusion-confusion constitue la colonne vertébrale du roman. La confusion de l'héroïne est également suggérée avec brio, avec des distorsions verbales, des mots aux tonalités proches mais sans rapport les uns avec les autres. Alors, pour tout dire, j'ai moins aimé Rouge que Bunny. J'ai même failli abandonner à un moment, mais j'ai bien fait de poursuivre. Je pense que Rouge est un roman qui se lit et qui doit se relire. Il s'agit d'un ouvrage hypnotique et qui, de toute façon, ne vous laissera pas indifférent. Alors, dans un autre registre, nous passons à Pénitence d'Elisa Clark, traduit de l'anglais par Stéphane van der Hage. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, Pénitence est publié chez Fayard. Alors, dans Pénitence, nous suivons l'enquête d'un certain Alec Z. Carelli, journaliste au passé trouble, qui va séjourner dans la ville fictive mais ô combien réaliste de Crow-on-Sea afin de rédiger un ouvrage au sujet d'un fait divers particulièrement horrible. 3 jeunes filles ont laissé brûler vive une 4e entre les murs d'une cabane de plage. Alec Carelli, loin d'effectuer un compte-rendu de surface, plonge loin dans le passé des filles, mais également loin dans l'histoire de cette ville fictive, de Crow-on-Sea. Sur fond de true crime, Elisa Clark nous livre une représentation fidèle du désenchantement des jeunes dans les années 2000. Pas sûr que cela ait changé. Une fiction qui frôle de très près la réalité. Un roman qui aborde également le thème des différences de classe sociale, où les allusions au Brexit saupoudrent le récit. Pénitence est un roman traitant du harcèlement scolaire, de la solitude, de l'exclusion, du glissement des amitiés adolescentes, de la fascination pour le true crime, de l'inconséquence, de la présumée légèreté des actes, de l'endoctrinement sur les réseaux, de la cruauté et de l'emprise. Rien de moins que tout ça. La ville fictive de Crow-on-Sea est si bien décrite par l'auteur qu'elle en devient un personnage à part entière du roman. On a tous l'impression d'y être allé un jour. Pénitence est un roman dense, pluriel, les styles narratifs s'y entrechoquent sans que vous en perdiez le fil. Il fonctionne comme une symphonie macabre, impossible à lâcher, et ne passez pas à côté. Retour vers le fantastique avec Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, traduit de l'anglais par Claude Marnier chez Bragelonne. Alors, nous sommes avec Noémie Taboada, jeune mondaine mexicaine, friande de soirées et de succès, qui reçoit un singulier appel au secours de sa cousine Catalina, récemment mariée à Virgile, un jeune aristocrate, présenté comme, je cite, séduisant et poli. La voici donc partie pour l'étrange château de High Place,
où règne un impitoyable patriarche, l'abominable Howard Doyle. Évidemment, High Place est situé au sommet d'une colline qui surplombe un petit village et totalement isolé du monde. Le plus étrange est que le château a été conçu sur le modèle victorien, de fait une sorte de verrue sur le sol mexicain. D'évidence, ce roman use avec brio des histoires fantastiques du XIXe siècle. On plonge au sein de l'aristocratie pervertie, de la lignée consanguine, du secret de famille, de la jeune femme innocente mais loin d'être stupide, et tout en bas de l'échelle, on a évidemment le petit peuple opprimé. Cette variante réussie du roman de Stoker nous plonge également dans un univers à la Lovecraft, visqueux à souhait. L'intrigue est véritablement bien menée, la plume de l'auteur fluide, un renouveau du genre qui se laisse vraiment déguster. Dans la même veine que précédemment, nous trouvons Festin de larmes de Morgane Cossarieux et Vincent Tassi, publié chez Actu SF Éditions. Alors, donc dans la même veine, sans mauvais jeu de mots, nous voici plongés dans une histoire de vampire, presque exactement dans la tradition du Dracula de Stoker, mis à part que nos vampires, ici, ne se nourrissent pas de sang, mais, comme l'indique le titre, de larmes, en fait, de la douleur, du chagrin et de la dépression. Eh bien, j'ai véritablement adoré Festin de larmes. J'y allais pourtant avec prudence. On y retrouve le traditionnel échange épistolaire du Dracula de Stoker. Donc un certain Aubrey Clar, évidemment, membre de la bonne société de la Nouvelle-Orléans, prévient son interlocuteur des dangers qu'il y a de fréquenter un certain Tristan. Les auteurs de Festin de larmes connaissent, à n'en point douter, l'ensemble de la littérature vampirique. On est à la fois sur Polidori, le vampire, Sheridan Le Fanu, Carmilla, Bram Stoker, Dracula et Anne Rice, Entretien avec un vampire. Un cocktail qui se déguste du bout des yeux, sans compter que cet ouvrage est brillamment illustré. Dans ce récit à quatre mains, Morgane Cossarieux et Vincent Tassi s'enfoncent loin dans l'horreur et la luxure. Le lecteur n'est pas épargné. La vision du vampire gentleman et romantique s'estompe au fil des pages. Pour les amateurs du genre, cet ouvrage est un véritable petit bijou. Eh bien, s'ensuit ma dernière lecture, qui est L'Amulette de Michael McDowell, traduit de l'anglais par Laurent Vanini, édité chez Monsieur Toussaint Louverture. Bon, à vrai dire, je m'étais un peu lassée de Michael McDowell. J'avais tellement aimé Blackwater qu'il me semblait que les autres œuvres de cet auteur ne pourraient jamais rivaliser avec. Eh bien, je vais être très franche, c'est vrai. Enfin, j'ai appris récemment que L'Amulette était le premier roman de Michael McDowell, ce qui explique un petit peu ce pourquoi je le trouve moins bon. Voilà. Donc, j'ai reçu L'Amulette en cadeau de Noël. Alors, il faut dire que les ouvrages proposés par la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture sont vraiment toujours d'excellente facture. C'est vraiment des petits bijoux à placer dans votre bibliothèque. Néanmoins, donc, l'écriture de McDowell reste envoûtante, très page-turner et bien sûr très cinématographique. Donc, nous sommes en 1960 en Alabama. L'époux de Sarah, Dean Howell, est très grièvement blessé lors d'un exercice militaire. Alors, dès lors, comme prisonnière de son affreuse belle-mère, Jo, l'héroïne Sarah devra veiller corps et âme au bien-être de ce qui lui reste de mari. Il n'y a pas beaucoup d'empathie là-dedans, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, la mère de Dean en veut à la terre entière. Donc, un jour, elle offre une amulette au mari d'un ami de son fils, et cette amulette sitôt placée au cou de la femme de ce dernier, l'histoire s'enclenche. McDowell n'épargne aucun de ses personnages. Peut-être une petite fille, mais bon, c'est tout. Hein. On s'enfonce de plus en plus dans l'horreur à la suite de cette maudite amulette. Bon, si vous n'aimez pas le glauque, passez votre chemin. La force du roman tient sans doute au fait que le lecteur veut savoir jusqu'où ça va aller. Et croyez-moi, ça va loin.
en fond, donc comme un personnage à part entière, l'usine de fabrication de fusils où toute la ville travaille. Écoutez, si vous avez envie de lire McDowell, ben, je vous conseille Blackwater. C'est vraiment les meilleurs, hein, puisque c'est une série. Voilà. Mais bon, pour les amateurs des ouvrages édités par cette très chouette maison d'édition, ben, allez-y. Ben, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Pour moi, c'est la première, comme disent les jeunes, en face cam. Donc, c'était pas évident aussi. Ben, je vous prie de m'excuser parce que je me suis pas toujours exprimée comme il fallait, ou j'avais pas bien placé la caméra, en fait, mon téléphone. Bon, en tout cas, j'ai fait de mon mieux et j'espère pouvoir vous en présenter d'autres prochainement. Au revoir, à bientôt.